Bonjour et bienvenue dans C'était pas mieux avant, une émission dans laquelle on revient sur des événements et des personnalités marquants de l'histoire politique de la France et du monde. Je sais pas si vous avez remarqué, mais on a changé de Premier ministre. Allez, à bientôt pour de nouvelles informations. Non, blague à part, avec la nomination de Sébastien Lecornu, on a de nouveau des partis d'opposition qui se positionnent pas tout à fait pareil. D'un côté, les communistes, les insoumis et les écologistes qui considèrent ce gouvernement illégitime et veulent le censurer immédiatement. De l'autre, le Rassemblement national qui a instantanément oublié qu'il réclamait une dissolution et veut pousser le gouvernement le plus à droite possible. Et de l'autre, le Parti socialiste on sait pas trop. Et si on sait pas trop, c'est parce que depuis 2022, le parti est coupé en deux. Entre une aile de gauche, social-démocrate, qui dirige de facto le parti avec Olivier Faure, et une aile centriste, pour ne pas dire de centre-droit, qui a pour principale activité de faire chier Olivier Faure et ne dirige pas le parti, mais a pas mal de pouvoir d'influence. Et de nuisance. Surtout de nuisance. Et alors, depuis la nomination de Sébastien Lecornu, cette aile droite du Parti socialiste fait ce qu'elle sait faire de mieux, trahir les électeurs en appelant à travailler avec le nouveau Premier ministre et à torpiller le programme du parti au nom de la responsabilité. Alors on a Carole Delga qui dit qu'il faut surtout pas censurer, et on a aussi François Hollande, dont la dernière production idéologique a été de proposer de laisser tomber la taxe Zuckman. Super idée quand on sait que c'est la revendication sur le PS a enfin réussi à être identifiée ces dernières semaines, parce que, vous comprenez, on va quand même pas se mettre à avoir une idéologie. Mais c'est intéressant de s'y pencher, parce que cette aile droite du PS, c'est justement celle qui continue de se revendiquer du bilan du président de la République François Hollande, et qui essaye toujours de le réhabiliter. Bah du coup, je vais le faire. On va parler de François Hollande. On va parler de cette légende vivante qui a réussi, quasiment à lui tout seul, et en quelques années, à faire passer le Parti socialiste de première force politique de France à ça. Anne Hidalgo, 1,9%. Et on va voir que le mandat Hollande, c'est moins celui de la disparition de la gauche que celui de la disparition d'une certaine idée de la gauche. Bon, déjà, comme pour François Bayrou, on peut apprendre des choses sur le bilan de quelqu'un en s'intéressant à son parcours et à son milieu social. François Hollande est né en 1954 d'une mère infirmière catholique de gauche et d'un père dentiste militant d'extrême droite, à l'époque où l'extrême droite avait un peu moins la hype qu'aujourd'hui. Et du coup, s'il n'a pas grandi dans un milieu très orienté à gauche, il a grandi dans un milieu très orienté politiquement. Et c'est quelque chose qui revient beaucoup dans ses propos, qu'on parlait de politique tout le temps à la maison et que c'est ça qui a fait de lui un passionné de politique, au point qu'il a fini par y dédier sa vie. Son ascension est ensuite très classique. Lycéen à Neuilly, au milieu de la bourgeoisie parisienne, il obtient une licence de droit, puis intègre HEC et enfin l'ENA, dont il sort diplômé en 1980. Son engagement politique et son orientation idéologique sont déjà très visibles à ce moment-là. Il occupe des fonctions de premier plan à l'UNEF pendant sa licence, puis participe à la campagne de François Mitterrand en 1974, à une époque où la gauche est réunie autour d'un programme socialiste réformiste qui ferait passer le nouveau Front populaire d'aujourd'hui pour des néolibéraux. Adhérant au PS en 1979, il monte rapidement dans la hiérarchie jusqu'à devenir député en 1988. Déjà à cette période, il appartient à l'aile droite du PS et fait partie des premiers à parler de flexibilisation, d'ouverture des marchés, lui et d'autres se qualifiant même de libéraux de gauche. Ça nous permet de voir un premier truc, c'est que le procès en trahison qui est souvent fait à Hollande, il n'est pas si mérité que ça. Bah oui, parce que pour trahir une cause, faut avoir commencé par la porter, dans un premier temps. Devenu député sous Mitterrand, comme on peut le voir dans cette interview où il répond aux questions de... Bob Ross. All right, now with a nice clean brush, now we'll go right back up here. Ah non, pardon. Hollande gagne en importance au PS jusqu'à être nommé premier secrétaire en 1997 contre Jean-Luc Mélenchon, qui, quelques années plus tard, affirmera que le Congrès était complètement bidonné. On accuse souvent Jean-Luc Mélenchon de pas être fan de démocratie interne, mais en même temps, faut dire qu'il a été formé chez les meilleurs. Enfin bref, François Hollande est resté à la tête du Parti socialiste pendant plus de 11 ans. C'est plus que Mitterrand, c'est plus que Jospin, et quand tu sais que les deux ont gouverné le pays pendant 5 et 10 ans respectivement, sans compter les cohabitations de droite, tu m'étonnes que ça donne des rêves de grandeur. Surtout que la période Hollande, c'est aussi le triomphe de la ligne Hollande et de l'aile droite du Parti socialiste. Alors du coup, c'est quoi la ligne Hollande? Bon ça tombe bien parce qu'on a un programme politique, une campagne électorale et un mandat de 5 ans avec majorité absolue pour le savoir. On accélère un peu jusqu'en 2011. Après l'échec de Jospin au premier tour de la présidentielle de 2002 et celui de Royal au second tour de celle de 2007, les socialistes arrivent en confiance à la présidentielle de 2012 qui fait suite
suite à une série de victoires électorales. La gauche est désormais majoritaire au Sénat, première fois de la Ve République. Elle contrôle de fait la quasi-totalité des régions et la majeure partie des collectivités locales. Et Sarkozy est tellement détesté qu'il est donné perdant contre à peu près tout le monde. Quelle indignité. Maintenant se pose la question du candidat, et ça tombe bien, il y en a un, et il est ultra populaire. C'est Dominique Strauss-Kahn. C'est un néolibéral qui prône une politique de l'offre, la baisse des impôts pour les entreprises ou encore la remise en question des 35 heures. Mais attention, il est de gauche, hein. Enfin, c'est ce qu'il dit, quoi. DSK a alors une voix royale en face de lui. Pas comme Ségolène. Royale. Pardon. Sans déconner, en 2012, la droite n'a jamais paru aussi divisée, avec des candidatures dissidentes de Sarkozy qui fleurissent un peu partout, au point que l'hypothèse d'un second tour Strauss-Kahn-Le Pen, où le FN profiterait à nouveau de la division d'un des camps pour passer au second tour, est carrément envisagée. Et au second tour, Strauss-Kahn part pour pulvériser Sarkozy. Mais on connaît tous la suite, il est accusé d'agression sexuelle par Nafissatou Diallo, il est arrêté, inculpé, et sa carrière politique meurt à ce moment-là. La recomposition politique à gauche se fait alors au profit de François Hollande. Quand on compare aux orientations de DSK, son programme, lui, ne remet pas en question les acquis sociaux récents de la gauche, comme les 35 heures, mais ne remet pas trop en question non plus les reculs enregistrés pendant la période Chirac-Sarkozy, comme la retraite à 62 ans. Malgré tout, ça reste un programme de gauche. On y retrouve une réforme de la fiscalité pour rendre l'impôt plus redistributif et taxer les plus hauts revenus, de nouveaux droits pour les minorités avec le mariage homosexuel et le droit de vote des étrangers aux élections locales, le renforcement du secteur public avec la création de 60 000 postes de fonctionnaires, et d'autres mesures comme l'interdiction pour les banques d'exercer dans des paradis fiscaux. On a aussi d'autres promesses comme celle d'une rigueur budgétaire avec le retour du déficit à 3% du PIB, la baisse de l'impôt sur les sociétés et aussi une taxe à 75% sur les plus hauts revenus. Bref, on est sur un programme qui n'est clairement pas socialiste, mais qui garde quand même une orientation social-démocrate. C'est déjà ça. Surtout que le programme c'est bien beau, mais là on parle de l'élection présidentielle. Ça fait des décennies que c'est un scrutin personnalisé où l'image d'un candidat est plus importante que les idées qu'il défend. Et l'image de François Hollande, on la connaît. C'est celle de jouer sur l'idée d'un président normal. Et c'est finalement surtout ça qu'on a retenu de la campagne de 2012. Certes, il y a des petites phrases comme le fameux « Mon ennemi, c'est le monde de la finance », mais ce qui a surtout marqué la candidature Hollande en 2012, c'est la promesse d'une alternance de style avec Sarkozy. Un président moins bling-bling, moins exubérant, qui sort moins de dinguerie aussi. Bref, un président normal. François Hollande assumait de ne pas faire de promesses fortes, et s'il promettait que le changement c'est maintenant, avec ce signe chelou des mains qui faisait tout cela, Gloire à la France, gloire à notre impératrice, et gloire au parallélisme. Bref, il assume quand même une conduite modérée et la volonté de draguer les électeurs peu politisés et repoussés par l'exubérance de Sarkozy. Les guignols de l'info s'étaient pas mal foutus de sa gueule là-dessus à l'époque d'ailleurs. Avec ces mesures, les Français peuvent aspirer à un bonheur mitigé, une joie limitée et un avenir coup-ci, coup-ça. Et au final, est-ce qu'elle a vraiment marché cette stratégie? Parce que oui, Hollande a gagné, ok. Mais l'emporter de justesse quand tous les sondages te donnaient gagnant de loin... Mais bon, au bout du compte, on s'en fiche de ça. Ce qui importe, c'est qu'il a gagné en 2012. Et au soir des législatives de juin, François Hollande peut avoir le sourire. La gauche contrôle alors la présidence de la République, l'Assemblée nationale, le Sénat, la majorité des collectivités locales et va pouvoir influencer les prochaines nominations au Conseil constitutionnel. En d'autres termes, la gauche est maîtresse de l'exécutif, de législatif et va influencer le judiciaire. Bref, à ce moment-là, elle n'a jamais concentré autant de pouvoir dans ses mains et n'a jamais été aussi puissante en France. Et puis finalement, 5 ans plus tard... Emmanuel Macron, 23,7. Benoît Hamon, le candidat de la gauche issu de la primaire, est très loin à 6,5%. Bon alors, qu'est-ce qui s'est passé? Déjà, est-ce que François Hollande a trahi tous ses engagements de campagne? En fait, on va voir que le problème avec le mandat Hollande, c'est pas juste les engagements qu'il a pas tenus, c'est aussi les non-engagements qu'il a tenus. Bon, déjà quasiment assuré d'obtenir une majorité absolue au Parlement, il commence par nommer Jean-Marc Ayrault Premier ministre. Ayrault est plutôt issu de l'aile droite du PS, mais en vrai, ça semble surtout être un carriériste pragmatique. Le gouvernement est paritaire, une première sous la Ve République, et il essaye de ménager les différentes tendances de la majorité au pouvoir entre les partis associés comme les écologistes et les radicaux de gauche, l'aile la plus droitière du PS avec Manuel Valls à l'intérieur, mais aussi l'aile gauche avec Arnaud Montebourg au redressement productif.
Au cours des premiers mois, les allocations sociales comme le RSA et la rentrée scolaire augmentent et la fiscalité sur les plus hauts revenus s'alourdit avec une hausse de l'impôt sur la fortune et de la tranche supérieure de l'impôt sur le revenu. On observe ainsi une diminution des inégalités dans le pays. Du coup, on pourrait se dire que le début de quinquennat Hollande se passe pas si mal, mais sa popularité dégringole. Bon, déjà, le chômage continue de progresser. Certes, c'est une situation qui datait de Sarkozy, mais elle retombe forcément sur son successeur. Ensuite, les augmentations d'impôts ne touchent pas que les plus riches. Le PS a tapé trop large. Et puis on arrive en 2013 et c'est l'affaire Cahuzac qui éclate, avec Mediapart qui révèle que le ministre avait des comptes cachés en Suisse et à Singapour. Ce que le principal intéressé nie dans un premier temps, avant de le reconnaître sous la pression. Les yeux dans les yeux. François Hollande réagit en annonçant la création de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique et davantage de lutte contre les conflits d'intérêts, mais le mal il est déjà fait. Toutefois, une autre séquence politique vient en partie atténuer les effets de cette affaire, le mariage pour les couples homosexuels, porté par Christiane Taubira. Malgré le vaste mouvement de contestation homophobe mené par la droite, avec des personnes comme François Fillon et Valérie Pécresse qui promettent d'abroger la réforme et même carrément de démarier les couples s'ils arrivent au pouvoir, et bien sûr l'emblématique Soutien à Christine Boutin, soutien à tous les consanguins. Pour conquérir la France, on est armés, consanguins mais pas pédés. La loi est votée en 2013 et c'est encore aujourd'hui la mesure du mandat Hollande. Elle a permis de visibiliser bien plus la communauté LGBTQ de France et l'adoption de la loi, puis son acceptation par une écrasante majorité de la population française, a également favorisé l'émergence de nouveaux combats comme celui pour les droits des personnes transgenres qui est toujours en cours aujourd'hui. D'ailleurs, le mandat Hollande marque aussi la fin de l'eugénisme en matière de changement d'état civil, avec l'abrogation de la stérilisation obligatoire en 2016 pour les personnes voulant en changer. Néanmoins, si la loi Mariage pour tous offre une petite embellie à Hollande, sa popularité se remet rapidement à décroître, car les indicateurs économiques sur lesquels il a tout misé ne sont pas très bons, avec le chômage qui continue d'augmenter malgré les promesses, jusqu'à atteindre 10% des actifs. Dans ce contexte difficile, la gauche prend une première tôle électorale avec les élections municipales de 2014, qui voit la droite remonter en flèche. Face à cette défaite, François Hollande décide de jarter Jean-Marc Ayrault pour le remplacer à Matignon par le populaire Manuel Valls. Oui, je sais, j'ai mis populaire et Manuel Valls dans la même phrase, bref. C'est un tenant de l'aile droite du Parti Socialiste, mais en vrai, même pour l'aile droite du PS, il est vraiment bien à droite, au point que sa campagne à la primaire de 2012 aurait pas fait tâche à l'UMP. Déjà à l'époque, il mettait en avant des réformes économiques libérales, la réduction de l'immigration, l'ordre avant le progrès, au point d'avoir été surnommé le Sarkozy de gauche. Qui aurait pu prédire ? Et alors, autant les 2 premières années du mandat Hollande ont vu des lois libérales passer et une politique de l'offre se dessiner, mais ça restait quand même à peu près de gauche, avec une augmentation de la fiscalité pour les plus riches, des allocations, le renforcement du service public et le mariage pour tous. Autant, sous Valls, le virage idéologique à droite est si clair et surtout en tel décalage avec les promesses de François Hollande que plusieurs ministres de l'aile gauche vont démissionner, que les écologistes vont quitter la majorité et qu'une quarantaine de députés PS vont même se rebeller, ce qui place de fait le gouvernement Valls dans une situation de majorité relative. Ce virage à droite est d'abord d'ordre économique avec l'arrivée d'Emmanuel Macron au ministère concerné. Ce dernier fait voter plusieurs lois de libéralisation du marché du travail entre 2014 et 2016. Qui n'était absolument pas dans le programme de Hollande en 2012 et marque d'importants reculs pour les droits des travailleurs au profit de leurs employeurs. Il faut ramener les indicateurs économiques dans le vert à tout prix. Et tant pis si ça passe par les solutions de la droite libérale. Bien sûr, la droite ne va pas pour autant voter ces réformes, jugeant qu'elles ne vont pas assez loin. Et face à la fronde de l'aile gauche du Parti Socialiste, qui compte bien forcer Valls à changer de ligne, Valls décide de s'en foutre et d'utiliser l'article 49.3 de la Constitution pour faire passer plusieurs de ses textes en force. Un grand démocrate, quoi. Et une série d'événements bien connus vient entériner ce virage à droite sur le plan social. Courez, barrez-vous. Il y a des attentats. Mes chers compatriotes. Les attentats, d'abord celui contre Charlie Hebdo en janvier 2015, puis celui de l'Hypercacher, puis ceux encore plus meurtriers de novembre 2015 en plein Paris, ont eu un impact énorme auprès de la population et aussi auprès du gouvernement.
Très rapidement, les troupes de Valls profitent des attentats et de l'émoi suscité pour faire passer plusieurs mesures sécuritaires qui font reculer les libertés fondamentales. Pas mal de mesures de cette époque sont d'ailleurs rentrées dans le droit commun aujourd'hui. Je me souviens encore du moment où, du jour au lendemain, on a dû montrer nos sacs à l'entrée des magasins. Au même moment émerge le Printemps républicain, mouvement politique qui vise officiellement à réaffirmer le principe de laïcité face à l'islamisme et à l'obscurantisme religieux, et qui se transforme très vite en une officine islamophobe qui utilise la laïcité comme prétexte pour stigmatiser la communauté musulmane. Le gouvernement Valls saute à pieds joints dedans et François Hollande propose, l'air de rien, d'étendre le seuil de déchéance de la nationalité pour les binationaux nés français. Et là, c'est le drame, il se retrouve face à une fronde quasi unanime de son propre camp. Manuel Valls soutient la mesure, évidemment, mais le premier secrétaire du Parti socialiste, Jean-Christophe Cambadélis, la conteste, tous les frondeurs aussi, mais même pas mal de non-frondeurs, comme Macron, à l'époque, qui se montrent défavorables à la mesure. Ouais, les temps changent. Christiane Taubira, quant à elle, démissionne du gouvernement et le projet est finalement rejeté. Ça, plus la loi Travail, passée en force début 2016, et une nouvelle tôle électorale avec les élections régionales, font de nouveau chuter la popularité de Hollande, qui était remontée en 2015 dans le contexte des attentats. La dernière année et demie de son mandat est finalement crépusculaire et est marquée par l'émancipation de ces deux figures les plus médiatiques, Macron et Valls, qui annoncent leur candidature à la présidentielle en fin d'année. Alors que Hollande aurait dû être pressenti comme le candidat naturel à sa propre succession, son impopularité est telle que d'autres lui sont préférés. Et un dernier scandale, la publication du livre « Un président ne devrait pas dire ça », où il remet en cause les 35 heures, tient des propos racistes sur les joueurs de l'équipe de France de football et tient même un discours anti-immigration, enterre toute possibilité de nouvelle candidature, ce qu'il confirme fin 2016. Aussi, j'ai décidé de ne pas être candidat à l'élection présidentielle. La campagne de 2017 voit finalement le Parti socialiste se désintégrer, toute une partie de l'aile droite faisant quasiment sécession pour soutenir la candidature autonome d'Emmanuel Macron, Valls en tête, et l'aile gauche, emmenée par Benoît Hamon, dépassant à peine les 6% des voix. Et paradoxalement, c'est bien la ligne Valls qui a gagné la présidentielle de 2017, Emmanuel Macron la reprenant en grande partie, tout en la droitisant juste encore un peu pour récupérer une partie des Républicains qui se sont arrimés à lui dans un nouveau parti, En Marche, puis La République En Marche, puis Renaissance, puis probablement encore autre chose bientôt. Et c'est toujours cette ligne politique qui conduit la France aujourd'hui. Merci François. Hollande, c'est un carriériste, certes, mais pour autant, il avait une vision politique. Le souci, c'est que quand il arrive au pouvoir, ça fait un bon moment déjà que cette vision politique s'est concrétisée dans le pays. Du coup, il n'est pas venu avec un projet ambitieux, mais plutôt avec un projet de bonne gestion de la société capitaliste. Parce que les solutions de Hollande, c'était pas des solutions qui allaient vraiment changer la condition de millions de personnes d'un seul coup, à l'exception, encore une fois, du mariage pour tous. C'était juste de dire, voici des solutions de gauche, plus ou moins, et ces solutions vont faire baisser le chômage, repartir la croissance et augmenter le pouvoir d'achat. Une stratégie qui peut être payante en période de bonne santé économique. Par exemple, ça avait pas trop mal marché sous Jospin. Sauf que la stratégie du bon gestionnaire rigoureux, elle se brise facilement dès que viennent les difficultés économiques. Et comme à côté, il n'y avait pas vraiment de gros projets de gauche avec des lois sociales d'ampleur, en dehors du mariage pour tous, non seulement la popularité de Hollande a dégringolé, mais elle a dégringolé aussi jusque dans ses propres troupes, et ce avant l'arrivée de Valls. Du coup, non, Hollande n'a pas tué la gauche en France. Par contre, il a tué l'alliance électorale qui sous-tendait les victoires du Parti socialiste. Une alliance entre des électeurs sociodémocrates, favorables à plus de redistribution des richesses et à des avancées sociales, mais dans le cadre de la société capitaliste, et un centre-droit démocrate-chrétien, favorable au statu quo libéral et OK pour quelques mesures sociales. Quand Valls est arrivé, en donnant uniquement satisfecit au second et en essayant d'aller chercher d'autres électeurs encore plus à droite, les sociodémocrates se sont barrés pour soutenir des projets plus à gauche, de Hamon à Mélenchon. Tandis que les électeurs restants, qui n'étaient pas forcément de gauche, ont été les plus enclins à soutenir une candidature de centre-droit, celle de Macron, et à former une nouvelle alliance électorale avec la droite libérale, qui a fait gagner Macron en 2017 et en 2022. D'ailleurs, c'est pas pour rien qu'aujourd'hui, deux lignes s'affrontent encore à gauche. D'un côté, ceux qui veulent reformer l'alliance électorale dissoute, allant de la gauche au centre-droit, surtout incarnée par le PS, mais aussi pas mal présente chez Roussel, Ruffin et Jadot. Et de l'autre côté, ceux qui veulent créer une nouvelle alliance électorale en alliant la jeunesse progressiste des villes et les habitants des quartiers populaires, surtout incarnés par LFI et dans une moindre mesure par une partie des écolos. Difficile de savoir à l'heure actuelle laquelle de ces deux lignes est parée pour remporter
la bataille de la gauche. C'est la fin de cette émission, on espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne du média et pourquoi pas à soutenir Riposte, la campagne de financement en cours qui vise à aider le média à rester la première chaîne d'information indépendante en France. Vos dons sont la garantie de cette indépendance. À la prochaine!